Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble, dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun, à travers des questions ouvertes, inspirées de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, nous accueillons Kelly et elle va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, le burn-out. Le burn-out, ce mot qu'on entend de plus en plus souvent, parfois à voix basse, parfois comme un cri d'alerte. En Belgique, près de 3 travailleurs sur 10 courent aujourd'hui un risque élevé d'épuisement professionnel. Et le phénomène ne cesse de croître. En quelques années à peine, les risques de burn-out ont augmenté de plus de 60%. Derrière ces chiffres, il y a une réalité humaine. Des journées trop longues, des pressions constantes, une fatigue qu'aucune nuit de sommeil ne répare. On parle souvent de burn-out comme d'un simple trop-plein de travail, mais en vérité, c'est bien plus complexe. Un déséquilibre profond entre ce que l'on donne, ce que l'on reçoit et ce que l'on vit intérieurement. Derrière chaque burn-out, il y a une histoire, une quête et souvent un appel au changement. C'est ce que Kelly vient partager avec nous aujourd'hui. Bonjour Kelly. Salut Aurane. Comment ça va? Je vais très bien. Et toi? Bah ça va. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce podcast. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc ça fait plaisir. Pour la petite anecdote, on s'est connus via mon activité de coaching et on a déjà eu un accompagnement ensemble. C'était trop chouette. Donc je suis contente de te revoir. Plaisir partagé. Merci. Alors, du coup, comme je te disais tout à l'heure, c'est des questions qui sont ouvertes, qui sont inspirées de la méthode que moi-même j'utilise. Donc, c'est des questions, voilà, qui peuvent être dans l'introspection et tout ça. Si tu te sens pas à l'aise, n'hésite pas. Je te le rappelle une fois de plus ici, mais n'hésite pas à me le partager, ça va? Super, merci. Trop bien. Alors, quel est le mot que les gens utiliseraient selon toi pour te qualifier? Je suis une personne solaire. Ouais, je suis d'accord avec ça. La première fois que je t'ai vue, c'est ce que je me suis dit en plus. Je me suis dit, elle est vachement solaire, elle pétille, elle rayonne, t'es grave dynamique et tout. Super, merci beaucoup. Je partage, t'inquiète pas, je partage ça. Qu'est-ce que tu fais du coup aujourd'hui dans ta vie, alors vie professionnelle, domaine, passion, tout? Alors, je suis en reconversion professionnelle. D'ailleurs, grâce à tes coachings, je sais un peu vers quoi m'orienter maintenant, parce que voilà, c'était vraiment intéressant. Je suis contente de l'apprendre. Franchement, je suis contente de l'apprendre. Mais du coup, avant j'étais assistante sociale et au début je me disais tiens, je vais peut-être m'orienter avec les enfants comme on en avait discuté en coaching. Mais en fait, finalement, pas du tout. Enfin, finalement, je me suis dit, je me recentre sur moi, je me reconcentre sur moi et t'as raison. Je vais peut-être. Pour le moment, c'est en cours, bien sûr. M'orienter plus vers des gestions de projets à niveau international. Trop bien. Ah ouais, t'as fait un switch et tout. Ouais, non, trop vraiment. chouette. Et dans quel domaine tu voudrais faire ça? En fait, là, je sais pas encore. C'est un peu en mode, on fait une détermination de projet. Enfin, pour le moment, je me dis, je fais toute seule. Mais je veux dire, j'essaye vraiment de me reconcentrer sur moi. Et comme tu sais, je suis volontaire chez AFS. Et je pense que c'est ça. Je me suis dit, ok, je m'entends super bien avec les jeunes. J'adore ce que je fais. Avoir le contact avec des jeunes internationaux. Trop et donc, bien. je me dis, mais en fait, faudrait que je trouve un truc dans ce domaine. Enfin, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Trop bien, j'adore. Trop bien. Donc, mais t'as raison. Voilà. Trop bien. On verra, mais ouais, c'est bien. En fait, c'est cool parce que t'as quand même pris le temps, tu vois, de vraiment comprendre, ok, qu'est-ce qui est fait pour moi, qu'est-ce qui est pas fait pour moi, et de te reconstruire après la période dont on va discuter tout à l'heure. Donc félicitations. Merci. Vraiment. Alors justement, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours professionnel, comment t'en es arrivé à là, qu'est-ce que tu faisais avant, etc. Donc du coup, j'étais assistante sociale avant, comme j'ai précisé juste avant. Et donc j'ai travaillé dans 3 domaines différents. Ouais. Donc, j'ai d'abord travaillé dans une SBL près de Charleroi, c'était à Erqueline, exactement. Et c'était en fait des adultes qui étaient pas ou peu qualifiés et qui venaient pour trouver justement leur domaine. Et donc il y avait des formations qualifiantes d'horticulture, infographie, enfin bref, voilà, d'autres trucs. Et moi, en tant qu'assistante sociale, j'étais là vraiment pour le soutien émotionnel. Après, donc j'ai quitté ce poste et là, je suis montée sur Bruxelles. C'était peu après le Covid, et donc j'étais engagée en renfort Covid pour un projet à durée déterminée. Et c'était un projet pour lutter contre le décrochage scolaire. Donc là, j'ai travaillé pendant
3-4 mois. Pour justement, j'ai mis en place le projet de décrochage scolaire. Ouais. Et donc, j'allais dans les écoles et je proposais, le projet, j'étais à l'écoute des jeunes et je voyais un peu ce qui marchait ou non parce que, au niveau secondaire, il y avait beaucoup de difficultés. Ah oui, j'imagine, ouais. Et puis, vu que c'était un CDD, après, j'ai terminé au CPS en tant qu'agent d'insertion. Et là, c'était presque le même public que j'avais dans mon premier job. Ok. Donc c'était soit des jeunes qui savaient pas ce qu'ils voulaient faire et donc en mode réorientation professionnelle. Ouais, professionnelle, ouais. Soit des adultes qui devaient suivre une formation et alors je les accompagnais pour déterminer le projet. Ouais. Et puis je les suivais tout le long du processus. Du processus, ouais, carrément. Ou alors j'avais des adultes qui avaient travaillé toute leur vie dans un domaine. Suite au Covid, ils ont perdu leur job, mais vu qu'ils étaient peu ou pas qualifiés, du coup, on faisait des coachings, justement. Ouais, justement, en fait, ça se rapproche de mon travail. C'est juste que toi, t'avais la partie vraiment assistante sociale en plus de soutien émotionnel, en plus du projet professionnel. Donc, c'est quand même du taf. Hein. Ouais, non, c'était vraiment ah ouais. une expérience. Ah ouais, j'imagine, ouais. Oh, c'est incroyable. Et quoi, donc du coup, t'es resté combien de temps au CPAS pour finir 3 ans. 3 ans, ok. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Après, il s'est passé que j'ai fait mon burn-out. Ouais. Donc, je peux peut-être en parler. Carrément. Dire comment ça arrivé. Donc, en gros, franchement, j'adorais mon travail. Même le dimanche, avant de commencer le lundi, j'étais en mode toute excitée. Je me dis, je vais revoir un tel. Ah, c'est chouette ça. Franchement, j'étais trop enthousiasme, par rapport aux bénéficiaires. Ouais. Mais déjà, donc il faut savoir que je suis tombée en burn-out en juillet. Ouais. Mais que en avril, j'avais déjà quelques problèmes de santé, mais je me rendais pas compte parce que moi j'étais en mode j'adore mon travail, j'adore ce que je fais, ça me faisait vibrer. Ouais, carrément. Et en avril, en fait, j'avais des problèmes au niveau alimentation. Okay. Donc en fait, le docteur disait que j'étais anorexique. Alors que moi, je me dis, mais ça n'a pas de sens. Et toi, tu t'en rendais pas compte du tout? Clairement pas. En fait, anorexique, donc il y a plusieurs volets, bien sûr. C'est un autre sujet, mais donc, moi, en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais tellement de travail que j'oubliais de manger. Et donc, je prenais mon petit-déj avant d'aller au travail. D'accord. À midi, je me dis, non, je dois terminer un dossier, donc, je mangerai après. Et puis finalement, vu que je commençais à 7h, je me dis, c'est bon, je termine à 15h, je mangerai mes tartines après. Et au final, à 15h, j'étais encore là parce que j'avais des dossiers qui s'accumulaient. Et au final, je rentrais chez moi à 19h, que j'avais toujours pas dîné, quoi. Donc, waouh, ah ouais. Donc voilà. Et ça arrive beaucoup plus souvent, quoi. C'est fou. Ouais, non, vraiment, on s'en rend pas compte au final, parce qu'on se dit, on est tellement omnubilé par le travail. C'est ça. Qu'en fait, on se rend pas compte qu'on tombe dans cet engrenage, si on peut dire ça comme ça. Waouh. Et donc voilà, en avril, j'étais un peu affaiblie, on va dire, mais voilà, moi j'étais en mode c'est juste j'ai oublié de manger ma tartine. Oui. Mais je me rendais pas compte que en fait, c'était tous les jours. Moi, je me disais, ça arrivait hier, mais en fait, ça arrivait avant-hier, ça arrivait il y a une semaine. C'était hyper récurrent, tu t'en rendais pas compte. Là, je sentais un peu une fatigue parce que j'étais en manque d'énergie, mais pas plus que ça, quoi. Et puis, au mois de juillet, il y a un jour, donc c'est le jour où, du coup, je suis tombée malade, on va dire. Je vais au travail parce que je me dis, ok, j'ai une migraine, mais c'est pas grave, j'ai des deadlines, donc je dois absolument rendre mes dossiers avant midi. Donc, je persiste, j'y vais, mais je me dis, au pire, après que j'ai rendu les dossiers, je rentre chez moi. Chose que j'ai jamais fait en 3 ans, mais on ne sait jamais, tout peut arriver. Et en fait, je suis arrivée à 7h au travail, et en fait, à 8h, j'étais devant mon ordi, et je me souviens que je voyais plus rien, et que j'étais en mode, qu'est-ce qui m'arrive? Je fais une baisse de tension, je sais pas ce que je fais, donc j'ai juste crié à l'aide, il y avait une collègue dans le bureau d'à côté. Et après, je m'en souviens pas, parce qu'en fait, je suis tombée dans les pommes. Ils ont appelé l'ambulance, et j'ai fini à l'hôpital. Donc, donc c'est comme ça que je suis tombée en burn-out. Comment ça s'est passé en fait quand ils t'ont amené justement à l'hôpital? C'était quoi ta réaction à ce moment-là? Moi, j'étais dans le déni. Ouais. Franchement, donc quand je me suis réveillée à l'hôpital, je me suis dit ok, je suis juste fatiguée. Enfin, j'étais en mode c'est bon, je vais me reposer aujourd'hui, mais demain j'y retourne. En fait, je pensais juste à mes deadlines. Je pensais pas du tout en fait à moi. Je pensais à mon travail en premier. Ouais, c'est fou. Et non, j'étais vraiment dans le déni. J'étais en mode de toute façon, eux, ils me parlaient déjà de burn-out. Ils étaient, Madame Leclerc, allez voir le docteur. Moi, j'étais en mode, non, juste un certificat pour aujourd'hui, mais basta, quoi. Demain, je retourne au travail et hors de question que je reste ici, quoi.
Donc c'était un peu le déni, quoi. C'était vraiment. Et même quand t'es sortie après de l'hôpital, comment ça s'est passé? Ben en fait, maintenant je remercie mon docteur quand même parce que c'est mon docteur qui me suit depuis que je suis petite. Ouais. Et donc quand j'ai été, j'ai quand même écouté. Enfin, je devais aller voir le docteur. J'avais besoin d'un certificat médical, donc j'y suis allée. Et en fait, elle a commencé à me mettre 2 semaines. Moi, j'ai pété un câble. Je me dis mais ça va pas ou quoi? Je fais mais, enfin. Et puis je me disais. Ok, c'est mort, mais je savais que j'avais mon ordi de télétravail à la maison. J'ai dit au pire, je termine mes dossiers, comme ça quand je reviens dans 2 semaines, c'est fait, quoi. Donc du coup, ça s'est fait comme ça. Donc elle m'a mis 2 semaines. Puis bien sûr, il faut y retourner 2 semaines après pour dire voilà. Moi je disais je vais mieux, c'est bon, je retourne travailler, fini les conneries. Enfin c'est bon, quoi. Et finalement là, elle me met direct 2 mois. Je me dis elle se fout de mec. Ah ouais, t'étais énervée carrément. Super ouais. énervée. J'étais en mode mais vous vous rendez pas compte? Déjà quand je travaille pas le week-end, samedi et dimanche, lundi, je suis inondée de mails. Je suis mais là pendant 2 mois, vous voulez que je meure, quoi? C'est pas possible. Enfin, j'étais très furax. Donc ça se fait comme ça, tu vois, un peu. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que c'est arrivé? Est-ce que c'était parce que la charge de travail qu'on t'imposait, ou toi-même tu t'imposais une charge de travail, ou est-ce que c'était aussi le résultat que tu voulais atteindre avec les bénéficiaires? Qu'est-ce qui a fait, selon toi, que... Alors moi, je pense qu'il y a 2 facteurs à regarder par rapport à ça. C'est que personnellement, j'arrive pas à dire non. Et vu que j'étais un peu en plus en période, en avril en tout cas. Enfin, bien sûr, ça c'est pas, voilà, je suis pas tombée en burn-out juste en juillet, ça s'est fait progressivement, bien sûr. Mais il faut savoir que j'avais pas encore signé mon CDI. Et donc, je voulais prouver que, j'étais légitime de signer un CDI, que je travaillais bien, que, j'étais légitime, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Et donc, j'arrivais pas à dire non, on me donnait des dossiers en plus. Je savais que j'avais beaucoup de dossiers. Je me dis, ouais, c'est quand même beaucoup, mais voilà, je prends parce que je veux signer mon CDI. Donc, je savais pas dire non, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, j'avais besoin de reconnaissance. Je me dis, comme ça, ils vont se dire, Kelly, elle a plein de dossiers et elle gère. Donc, top, quoi. Et donc, j'avais besoin un peu de cette reconnaissance via de l'entreprise. Et puis, j'arrive pas à gérer mes horaires. Enfin, donc ça, c'est, on va dire, peut-être le deuxième facteur, c'est que au niveau de l'entreprise, j'avais pas des horaires fixes. Et donc, on pouvait, tu vois, badger entre 7h et 9h30. Ok. Et puis repartir à 15h jusqu'à 18h30, il me semble. Disons que j'arrivais pas à doser du tout, c'est-à-dire que j'arrivais tous les jours à 7h. Tous les jours, quand j'étais fatiguée, je me dis, OK, je vais rentrer à 15h, mais Kenini, je badgeais à 18h, quoi. Donc, ah ouais, tu bossais énormément, c'est un truc de fou. Ouais, non, c'était vraiment beaucoup, mais je me rendais tellement pas compte. Enfin, pour moi, vu que j'adorais tellement mon travail. C'est ça. Et ça me paraissait normal parce qu'en fait, en CPS, on va pas se voiler la face. On travaille dans l'urgence quand même. Bien sûr. Les gens sont. Bien sûr. Ça peut être tout et n'importe quoi parce que même si j'avais le volet réinsertion, j'avais aussi le volet santé mentale, quoi. Donc j'avais des gens qui me parlaient de problématiques comme le suicide, plein de choses, l'anorexie aussi, vu qu'on en parlait tout à l'heure. Donc je me dis, ok, si le gars il est suicidaire. Je culpabilisais à me dire, en fait, moi, il suffirait de chercher de l'aide vers nos partenaires. Ça me prend 2 secondes, mais 2 secondes plus 2 secondes plus 2 secondes, au final, on finit à 18 heures. C'est ça. Donc c'est aussi l'enjeu aussi du métier et de vie qui dépendent derrière des bénéficiaires qui t'a poussé aussi à te mettre une pression, quoi. Non, clairement. Et puis il y a aussi cette conscience professionnelle. Enfin, c'est en mode, on peut pas laisser les gens comme ça. Donc, au niveau des horaires, je dirais que on va dire que là, c'était l'institution, mais c'est aussi moi, parce que j'arrivais pas à gérer mes horaires. Puis, je pense que le management fait beaucoup aussi. Donc, mon manager n'était pas spécialement à l'écoute. Il a pas compris? Je pense que pour lui, c'était normal d'avoir autant de dossiers parce que c'était la crise. Sauf que à partir du moment où, je sais que avant Covid, ils étaient à 90 dossiers et que là, on montait à des 120, 130, voire 140. C'est énorme. Il faut se poser des questions. Je pense qu'il faut répartir ça de manière équitable. Oui. Et donc, un autre problème de l'institution, c'est que j'ai la chance, parce qu'avant, je dénigrais ça, mais j'ai la chance de parler plusieurs langues. Et donc, je maîtrise le néerlandais, je maîtrise l'anglais, je maîtrise l'italien également. Voilà. Donc, du coup, ce qui se passait, c'est que si c'était, par exemple, un néerlandophone qui venait, il n'y avait pas de « Kelly a trop de dossiers ».
on va le donner à quelqu'un d'autre. Non, c'était direct, Kelly parle néerlandais, Ouais. elle a ma c'est c'est bon, on lui donne, quoi. Et donc, j'étais juste... là, c'était aussi dur de dire non parce que c'était réel. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est un peu des deux. C'est la personne, mais aussi l'institution qui fait que on arrive au burn-out, je pense. Et tu penses que, qu'est-ce qui faisait que tu disais, donc j'imagine qu'il y a ce que tu racontes, donc c'est-à-dire l'enjeu des personnes qui sont derrière, etc. Qu'est-ce qui fait selon toi que tu avais du mal à dire non? Alors ça, c'est encore un travail. C'est un travail que, ouais. J'arrivais pas à dire non. Aux personnes, ça allait encore. Ouais. Dans le sens, c'est vrai que quand j'avais par exemple une personne qui était, les huissiers étaient venus chez elle, je pense à une dame en particulier, et donc elle devait dormir à la rue. J'arrivais pas à dire non parce que je me dis mais la pauvre quoi. Pendant que moi je suis tranquille chez moi dans mon appart. Ouais, c'est ça. Ouais. La femme là, elle est à la rue et j'y arrivais pas en fait. Je me dis humainement je peux pas. Donc en fait, je pense que, je sais pas répondre à ta question. Ouais, non, mais je comprends. Même aujourd'hui, je pense que j'aurais encore du mal, quoi. Et c'est quelque chose, c'est on va dire, un sujet qui t'arrive aussi dans la vie quotidienne, hors de ce contexte professionnel qui était quand même assez stressant. Stressant, angoissant. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais oui, ça m'arrive encore, mais je dirais que je m'améliore avec le temps. Ouais. Et justement avec cette expérience de burn-out, parce que avant, c'était un peu quand mes amis me disaient viens, on va boire un verre ou viens, on sort, etc. J'arrivais pas à dire non. Donc j'y allais, mais en fait, j'avais juste envie de dormir. Moi. J'avais juste envie de prendre mon plaid, regarder ma petite série Netflix et rester chez moi. Et au final, j'arrivais pas à dire non. Donc je me retrouvais à sortir à Bruxelles. J'étais en mode super. Donc ça, vraiment, avant, c'était pire dans le sens où j'arrivais vraiment pas à dire non, tant professionnellement que personnellement. Ouais. Maintenant, grâce au burn-out, j'avoue que les gens, mes amis sont au courant, mon entourage est au courant que je suis dans cette situation. Maintenant, je leur dis clairement, écoute, je suis fatiguée, j'en peux plus. Même si déjà toute la journée je suis restée à la maison, j'ai vraiment pas envie de sortir. Et si tu veux qu'on se voit, viens à la maison. Quoi. Bien sûr, c'est ça. Donc maintenant, j'arrive à dire non. Mais ça reste difficile. Ouais, c'est difficile. Ça dépend qui me demande, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est plus ça, parce que parfois, je culpabilise un peu, je me dis, OK, ça fait 3 fois que mon ami me demande de sortir, je lui dis non, je suis fatiguée. Du coup, je culpabilise un peu et je me dis, OK, on peut faire un petit truc genre cinéma et j'essaye d'arranger à ma sauce, quoi. Ouais, c'est ça. Cinéma, c'est chill encore. Ouais. Mais c'est marrant parce que dans les deux cas, que ce soit d'un point de vue professionnel, par exemple au CPAS, ou là, c'est de la culpabilité qui ressort, quoi. Comme si, tu te sentais un peu redevable de quelque chose et que si tu le faisais pas ça allait avoir un impact sur l'autre personne, que ça allait je sais pas la blesser ou c'est t'as une forme d'empathie qui est quand même assez élevée, j'ai l'impression. Ouais. Vraiment. Après je sais pas si c'est quelque chose de positif ou négatif, je pense que dans l'excès. Oui, dans l'excès, mais comme dans tout comme pour tout, dans l'excès de toute façon. Mais c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, avec cette expérience, quand je repense par rapport aux bénéficiaires, c'est triste à dire ce que je vais dire, mais si la personne a envie de se suicider, si la personne est à la rue, si la personne, quel que soit son problème, que je le règle aujourd'hui. Enfin, je le règle pas, en fait. Oui, en fait, c'est ça, c'est ça. Tu peux pas. Puis en fait, tu peux pas, entre guillemets, tu pourras faire ton maximum, mais tu peux pas sauver les personnes. Et c'est ça qui est dur dans ces métiers aussi, c'est de pouvoir se détacher du résultat qu'il y a derrière. Bien sûr. Ça me fait penser à moi, j'ai eu un call il y a pas longtemps avec justement une ASBL qui fait on va dire du coaching professionnel, mais pareil pour des publics à difficulté. Et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question parce que nous en coaching, il n'y a pas cette notion de résultat. Tu poses des questions et la personne se responsabilise elle-même. C'est-à-dire que tu vas poser des questions, la personne va réfléchir et va trouver elle-même sa voie. Alors que dans ce genre de métier, en fait, t'as aussi la pression du résultat de se dire ouais, mais je dois accompagner cette personne. C'est un métier social, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est dur, j'ai l'impression de se dire, en fait, comment se détacher entre guillemets du résultat, parce que malheureusement, tu peux pas sauver. Tu n'es pas sauveur. Tu aides, tu accompagnes, tu donnes les clés à la personne pour s'en sortir, mais tu peux pas sauver. Enfin, comment tu fais pour sortir de ça, quoi? Franchement, c'est difficile, parce que c'est vrai que quand on est assistant social ou autre métier que je connais pas, bien sûr.
c'est vraiment difficile de sortir de cette posture de sauveur, justement. C'est vraiment, il faut en fait, à un moment donné, il faut prendre du recul et remettre du sens en fait à ce qu'on fait. Exactement. Et se dire, ok, là c'est trop, ça dépasse mes limites. Cette personne, c'est juste le bénéficiaire, je le connais pas. Enfin, c'est pas ma meilleure amie, c'est pas un parent. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est très difficile parce que la balance, on balance vite en fait de l'autre côté vers la posture de sauveur. Parce que t'es humaine, t'as ton empathie qui vient sur la table et tout. Ouais. Mais je pense que pour le futur, je dis pas que j'aiderai plus les gens. Bien sûr, je compte plus m'orienter vers le social, mais bon, voilà, je pense que même dans la vie de tous les jours, j'essaye de vraiment prendre du recul et me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, à mon échelle. À ton échelle, exactement. Ouais. Et donc, par exemple, si c'est la personne qui est à la rue, peut-être contacter les partenaires en disant, voilà, telle personne a besoin d'aide. Et puis, peut-être donner le contact à la personne, si elle a un téléphone, etc. Bien sûr, il faut voir aussi ce qui est possible bien dans sûr. ce cas-là. Et puis se dire, je vois demain. C'est ça. Quoi qu'il arrive, même si on a énormément de travail, il faut se dire que oui, on peut faire aujourd'hui, ça dépend les heures qu'on a déjà faites avant. Carrément. Mais quoi qu'il arrive, demain, il y aura toujours du travail. C'est ça. Et ça sera soit une autre problématique, ça sera En fait, c'est ça. Tu peux pas te concentrer individuellement sur chaque personne comme si ta vie en dépendait, parce que sinon, déjà toi, t'es épuisé. Tu dois gérer 1 milliard de dossiers. Au bout d'un moment, c'est ça, c'est faire la part des choses, prendre du recul et se dire, en fait, c'est triste à dire, mais ça reste un travail, tu vois. Ça reste un travail où t'as des horaires où le soir tu dois rentrer chez toi, où toi aussi t'as une vie de famille ou un foyer, où en fait ça reste un travail, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que moi je me suis toujours dit, je pense que j'aurais vraiment du mal à faire un métier social, parce que comme toi, j'aurais du mal à voir la barrière en fait entre le sauveur que moi j'ai envie d'être et l'empathie que j'ai naturellement et le travail que je fais, quoi. C'est hyper important de dissocier les deux. Vraiment, moi je trouve que tu as eu beaucoup de force en tout cas dans cette histoire, et d'ailleurs c'est souvent un truc qu'on dit, c'est les gens en burn-out, c'est les gens faibles. Non, c'est souvent les gens avec beaucoup de force. Exactement. Mais oui, parce que en fait t'encaisses et au bout d'un moment juste tu réalises même pas, mais ton corps il parle pour toi, quoi. Il lâche, hein. Il lâche complet, quoi. C'est vraiment le mental qui se dit, tiens, j'ai envie d'aller travailler. C'est ça. Mais au final, le corps te dit, tu restes dans ton lit, en fait. Tu restes là, finalement. C'est ça. Et t'es resté combien de temps, du coup, déjà à te reposer? Comment ça s'est passé le processus, on va dire burn-out et post-burn-out? Alors, c'était quand même long. Il faut savoir que là, ça fait 3 ans que je travaille pas. Je suis encore reconnue en burn-out, mais voilà, je vais mieux par rapport au tout début. Donc, la première année, je suis passée par plusieurs phases. Donc, les 6 premiers mois, j'étais dans le déni, très fâchée avec les docteurs, très fâchée avec tout ce qui était extérieur. Donc, on me disait, ça serait peut-être mieux d'aller voir une psychologue, un psychiatre. J'étais en mode, mais ça va pas. Vraiment, t'étais vraiment dans le déni, quoi. Ouais. Donc, en fait, je continuais toutes mes activités, moi. Donc, j'étais en mode, je fais du volontariat. J'avais vraiment une vie, je faisais du sport, etc. Moi, je continuais. Je travaillais pas, mais alors je faisais tout le reste, quoi. J'étais quand même en full time, quoi. J'étais en mode, ok. Donc ça, c'était les 6 premiers mois. Et les 6 mois d'après, je me souviens encore, j'étais vraiment dans ma cuisine. Je prenais mon petit déj et j'avais cette impression de m'enfoncer dans ma chaise et je me dis, ok, là, je suis vraiment fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais encore dans le déni un peu, hein. J'étais en mode, j'ai une petite fatigue, je vais faire une petite sieste. Donc j'écoute mon corps. Je fais une sieste. Bon, vous inquiétez pas, j'ai pas dormi pendant 6 mois. Mais j'ai vraiment dormi 24 heures, quoi. C'est vrai. Je me suis réveillée pendant la nuit et je me suis dit, oups, là, j'ai pas mangé. Ouais, c'est ça. Et j'étais... en fait, je me suis dit, ok, je mets pas de réveil, on verra. Et en fait, j'ai vraiment dormi 24 heures, quoi. C'est fou. En fait, c'est ton corps qui te hurlait non, j'étais vraiment de dormir, quoi. Et c'était vraiment, quand je me suis réveillée, c'était comme quand on fait des petites siestes parfois et qu'on a l'impression de se réveiller de la 3e guerre mondiale. J'étais vraiment, mais on est en quelle année? C'était vraiment... Mais c'est surtout que là, j'ai bugué parce que je regarde, on est quel jour? Mais c'est pas possible, j'ai dormi autant de temps, donc voilà, donc là, après les 6 mois, je commençais à accepter, mais j'étais encore dans le déni, je pense. Donc voilà, donc la première année, c'était assez mitigant. Ouais. Donc j'étais fatiguée, j'ai ralenti un peu mes activités, mais je les ai pas stoppées. Ok. Du tout.
Donc, activité professionnelle, oui, parce que le certificat Oui. médical est continué, malheureusement. Bien sûr. Enfin, à ce moment-là, je me disais vraiment malheureusement. Et après la première année, il faut savoir que l'institution pour laquelle je travaillais, donc le CPS, m'a contactée et j'ai dû rendre de force, on va dire limite, tous mes outils professionnels. Oh, wow. Donc en gros, pas d'ordi, parce que je l'ouvrais pas, j'étais pas à ce point-là, mais je savais qu'il était là et je me dis. Ouais, tu savais que ça pouvait il revenir. était pas loin, voilà. quoi. Ouais, Donc je me disais, j'étais vraiment curieuse. Je me dis, allez, vas-y, je l'ouvre. Puis je me dis, non, ils vont le voir. Enfin, c'était vraiment pas le bon plan. Donc ça, c'était vraiment très dur pour moi. Donc ça, c'était à 1 an. Oh, tu m'étonnes. Et je me sentais pas capable d'aller au CPS et rendre l'outil parce que j'étais un peu fâchée sur eux aussi. Je me dis, ouais, c'est à cause de que je suis comme ça. Enfin, j'étais vraiment haineuse. Ouais, t'avais vraiment de la colère en toi. J'avais vraiment de la colère. Ouais. Et en fait, ce qui est problématique aussi, c'est que le burn-out, ça se voit pas. Donc dans le sens, enfin ça se voit pas physiquement. Là, une personne qui me voyait, si je suis toute apprêtée, que je suis maquillée, que je suis en bombe, comme on peut dire, ouais. Il voit pas qu'en fait, ok, je suis réveillée à 7 heures, ça m'a mis des heures avant de me lever pour prendre une douche et de m'apprêter, et que ça m'a mis encore quelques heures avant de sortir de chez moi pour aller déposer un ordi. Bah ouais, tu m'étonnes. Et je me dis non, j'ai pas du tout. En fait, j'avais vraiment peur de la critique. Donc ouais, j'ai demandé à un collègue de venir chez moi sur le temps de midi et il a déposé mon ordi au travail parce que je pouvais pas remettre un pied là-bas en fait. J'étais hyper angoissée. Et en fait, c'est bien qu'ils m'ont demandé de rendre l'ordinateur parce que dès que je l'ai rendu, je sais pas, j'ai eu un déclic, je me suis dit OK, là c'est vraiment fini, je suis vraiment malade, je me sens vraiment pas bien. Et donc là, j'ai accepté d'avoir un suivi psychologique parce que je pétais vraiment un câble chez moi. Enfin, je faisais rien. Bah oui, tu m'étonnes, ouais. Donc là, en plus, je me souviens que j'avais pris rendez-vous avec mon volontariat parce que je commençais à perdre pied. Je me dis ouais, quel étudiant vient dans le comité de Bruxelles ou quel étudiant vient dans le Hainaut parce que je fais les deux. Et en fait, le but c'était vraiment de la rencontrer pour avoir toutes les infos. Et en fait, quand elle est arrivée, je ne sais pas par quelle force elle est arrivée, mais j'ai craqué, j'ai commencé à pleurer et je lui ai dit écoute, j'y arrive plus. Et c'était pas du tout prévu. Enfin moi de base, j'avais vraiment pris mon cahier, je voulais vraiment qu'elle me donne des informations parce que je perdais pied. Et non, en fait, je me suis effondrée et voilà, bon, elle était aussi touchée par ça parce que je suis quand même quelqu'un de très investi pour le volontariat. Et donc j'ai arrêté le volontariat du jour au lendemain. Et là, je me suis dit OK, faut que je sois suivie par quelqu'un. Je suis vraiment triste. Et là, en fait, je suis passée, c'est comme un deuil au final. Donc j'étais passée par le déni et puis là, c'était la tristesse profonde et j'étais vraiment déprimée. Ça, c'était la 2e année. Et donc oui, j'acceptais, donc je me reposais, mais en fait, j'acceptais de dormir, pas pour me reposer, mais pour oublier que je faisais rien. C'était vraiment, enfin là, j'en rigole, mais c'était vraiment ça, en fait. Mais c'est dur, en mode, c'est très pour dur. passer les journées, parce que la psychologue me disait, mais va voir tes amis, mais vous me faites rire, ils travaillent, mes amis. C'est ça. Oui, puis c'est pas la même dynamique quand même quand t'es pas quand t'es chez toi et que t'as pas d'activité et que il y a des trucs que t'as plus envie de faire aussi, c'est normal. Enfin. Non, mais en fait, j'avais vraiment la flemme de tout. Bah bien sûr, ouais. Et donc là, je pense que j'ai eu le déclic. Là, j'étais en mode, OK, Kelly, d'habitude, t'es quelqu'un, voilà, comme tu m'as dit aussi, oui, solaire, j'ai toujours le sourire, etc. Là, j'arrivais plus. Donc, je me dis, ouais, ils ont peut-être raison au final, les docteurs. Je pense qu'il faudrait peut-être m'écouter. Et du coup, je me suis reposée et je voyais toutes les semaines une psychologue. C'est et bien. Au final, j'ai pu déposer certaines choses dans le cabinet. C'est bien. Et donc ça, la 2e année, ça a été que ça. Donc, je voyais de temps en temps mes amis. J'apprenais à dire non pour dire je suis fatiguée. C'est bien. Je voyais la psychologue. Et voilà, et je prenais du temps pour moi. Et ça t'a fait du bien de voir la psychologue, franchement, ouais. En fait, je recommande vraiment. Bah bien sûr. Le suivi psychologique, en fait, il est essentiel. En fait, c'est ça. Dans un burn-out, de toute façon, t'as le suivi physique. Enfin, je veux dire avec un médecin ou voilà. Ou un spécialiste, peu importe, et aussi pareil, psychologue, c'est hyper important. C'est hyper bien sûr, super important. Hyper important. Et en fait, je regrette parce que j'aurais peut-être dû la première année. Bon après voilà, on s'est pas revenir en arrière et ça a fait partie intégrante du processus. Ouais, voilà. Ouais. Donc oui. Et puis t'étais dans le déni, donc dans tous les cas, tu. Enfin, j'aurais été, mais j'aurais dit vous servez à rien. J'aurais été vraiment.
je crois pas que j'aurais été ouverte finalement à la discussion et j'aurais pas installé le climat de confiance, rien, j'aurais rien fait. Bien sûr que non, quand t'es dans le déni comme ça, tu sais, c'est comme dans les addictions, hein, toute la période déni, t'auras beau faire ce que tu veux, tant que t'as pas le déclic et que tu te mets pas devant le fait accompli. Ah oui, en fait, je suis addict. Bah, oui, c'est ça. C'est pareil, tu vois. Mais là, c'est vraiment addict au travail. Addict au travail. Mais c'est ça, c'est une forme d'addiction, mais... c'est dingue. Franchement, c'est dingue. C'est fou. Et du coup, ensuite, bah, la troisième année. Oui, la troisième année, donc là, je suis dedans. Ouais. Mais la troisième année, c'était un peu, je me suis permise, enfin, du coup, la psychologue était tout le temps en train de me dire quelles sont vos passions, faites quelque chose qui vous plaît, etc. Donc, j'ai recommencé le volontariat, mais tout doucement. Ça m'a vraiment fait du bien, en fait, de revoir les jeunes, de discuter avec des gens qui venaient du monde entier. Enfin, j'adore ça. Bah c'est vraiment voyager sans bouger, quoi, limite. Donc ça m'a fait du bien. Et puis j'en ai profité pour aller voir mes grands-parents qui vivent à l'île Maurice. Et en fait, ça m'a vraiment fait du bien ce voyage parce que tout le monde me dit ah t'as été à l'île Maurice, trop bien. Et en fait, ce qu'ils savent pas, c'est que je faisais des grasses maths comme pas possible à l'île Maurice parce que j'avais besoin de repos quand même. Bah ouais. J'avais plus le suivi psychologique parce que je la voyais toutes les semaines et là, si je voyage pendant 2 mois, c'était quand même dur. Bon, de temps en temps, on s'appelait, on faisait quand même un petit call, mais c'était tellement bien de, en fait, ne plus avoir cette pression. C'est moi qui la mets à moi-même, je pense, cette pression, mais plus en mode Kelly, tu travailles pas, tu fais rien de tes journées. J'étais à l'île Maurice, personne n'était là, et juste ma famille, bienveillante, bien sûr. Exactement, qui comprend et qui Donc voilà, j'ai voyagé beaucoup, pour être honnête. T'as bien fait, Franchement, si t'en avais besoin, ma passion, donc ma passion, c'est pas le football, c'est pas c'est ça, c'est les voyages. C'est les voyages, donc c'est une chouette passion. Bah ouais, exactement. Donc voilà, donc là la troisième année, c'est un peu, j'ai pris du temps pour moi. Quand je suis fatiguée, je fais une sieste. Ouais. Quand j'ai envie si j'ai envie de sortir, voir des copains, je sors. Mais je suis vraiment plus à l'écoute de moi-même. Et ok, c'est vrai que là, si on me dit recommencer à travailler, ça m'angoisse un peu encore parce que je me dis normal. Faut être sociable avec des gens. Enfin, c'est limite ça, hein, c'est retravailler dans une équipe. Attends, tu reprends tout. Enfin, tu reprends tout. C'est comme quand il y a eu le Covid et qu'on était tous chez nous après de reprendre la vie sociale et tout. La bise. Mais ouais, c'est ça, tu vois. Ça, donc, mais carrément. Donc là, j'avoue que c'était un peu, que là, ma situation actuelle, c'est sûr que je prendrais pas un full time. Ouais. Parce qu'en fait, j'arrive pas du tout à contrôler. Aujourd'hui, je suis avec toi, je me sens super bien. Hier, c'était compliqué, quoi. Ouais. Clairement. En fait, c'est ça, tu peux pas contrôler. Il y a forcément des moments où, j'imagine, t'as des downs et ça revient et tu peux pas contrôler. Donc voilà. Donc ça, c'est la troisième année. Ok. Bah, c'est bien. Franchement, félicitations. Merci. Non, mais c'est un parcours qui est hyper, c'est hyper touchant, en fait. Moi, ça me touche de ouf, hein. Surtout que, moi, j'avais pas fait un burn-out complet. J'avais arrêté avant, en fait. Je m'étais fait licencier. En fait, j'ai eu la chance, t'as mon chat qui est là. J'ai eu la chance de me faire licencier avant de tomber en burn-out complet, en fait. Mais j'avais, j'avais fait le questionnaire tu sais, t'as un petit test qui te mettent dans des salles de médecins parfois, où ils te disent, alors, est-ce que tu te sens submergé quand tu fais ta. Et moi, j'avais coché toutes les cases et en fait, il y avait marqué risque de burn-out élevé, tu vois. Et j'étais là, oula, bon, ça pue un peu. Ouais, non, vraiment. Franchement, ça pue. Quand tu réponds aux questions comme ça, t'es en mode, tu peux pas te mentir à toi-même au final. Ah, c'est clair. Et au début, tu réalises pas, mais moi j'étais pas du tout addict au travail ou quoi. Justement, j'avais beaucoup de mal à travailler, mais c'est juste que quand j'étais au travail, je me sentais tout le temps surmenée, en fait. Tout le temps. Je me sentais tout le temps fatiguée. À chaque fois que j'allais au travail, je me disais, en fait, chaque petite tâche devenait vraiment une épreuve, un truc énorme, alors que la plupart des gens étaient là, c'est bon, ça prend 2 secondes, je fais ça, et puis paf, on n'en parle plus, tu vois. Ouais, non, mais je comprends. C'est impossible à expliquer pour des gens qui n'ont pas forcément vécu ça, et heureusement, moi, j'ai la chance de pas avoir vécu vraiment un vrai burn-out violent et tout, parce que ça a l'air horrible, mais j'avais vécu ça, et en fait, je m'étais fait licencier juste avant, et je me suis dit, tu sais quoi, c'est le meilleur cadeau de l'univers, en fait. Ouais. C'est le meilleur cadeau qui pouvait m'arriver, parce que j'avais juste pris un arrêt maladie pendant 2 semaines, j'étais revenue au travail, et j'étais restée 2 semaines au travail, et ensuite là, ils m'avaient licenciée. Ouais, non, en fait, on se rend pas compte que le licenciement, au final, ça peut être un cadeau, mais là, en fait, clairement. Ah là, clairement. Là, je pouvais plus y aller. Enfin, je me sentais plus d'y aller. Et aussi, c'est ça qui est difficile à expliquer aux gens quand t'as l'impression que toi,
En fait, t'as l'impression que c'est un caprice. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être capricieuse, tu vois. Je voyais tous mes collègues qui travaillaient, qui faisaient même des heures sup, machin, qui arrivaient à fond, tu vois. Ils étaient jamais fatigués ou oui, un peu, mais voilà, ils se plaignaient jamais. Et moi, j'avais l'impression de travailler beaucoup moins qu'eux, mais à l'inverse d'être hyper fatiguée et que c'était un effort monumental. Donc du coup, je me sentais et inutile et capricieuse et, enfin, tu vois, il y avait rien qui allait. Oui, non. Mais je vois bien, horrible. au final, avec l'équipe, ça peut être difficile quand même parce que, Ben ouais. en fait, peut-être que les gens, comme les gens qui ont dû me voir, ils se disaient, purée, Kelly, elle travaille 13 heures, elle a pas l'air fatiguée et elle travaille ça. comme une dingue, mais en fait, c'est moi qui ai fait le burn-out au final. Donc, en fait, c'est ça. C'est que ça. En fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça peut tomber sur n'importe qui, en fait. Clairement. Ça peut tomber sur n'importe qui, même des gens que tu soupçonnes pas du tout. Et oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment invisible, en fait. Ça ne se voit pas. Oh. Tu ne peux pas le voir, en fait. C'est un jour, ça te tombe dessus, pouf, tu t'en rends pas compte. C'est ça. Tu peux, comme toi, tomber, aller à l'hôpital. On ne sait pas, en fait, ce qui se passe. Ouais, non. Ça peut vraiment arriver à tout le monde parce que j'ai vraiment entendu plein de choses, tu sais, pendant que j'étais en burn-out, en mode, enfin, les petits mythes, quoi. Ça arrive, tu sais, aux personnes qui sont un peu plus faibles. Ouais, pas du tout. Non. Non. Excuse-moi, mais non. C'est clair. Tu vas te calmer. Pas du tout. Enfin, moi, j'avoue que j'étais énervée quand on me disait ça. Enfin, mais c'est pas vrai du tout. Enfin, tu vois bien, à chaque fois, c'est, quand t'écoutes, j'ai écouté plein de podcasts aussi de personnes qui sont tombées en burn-out et tout. À chaque fois, c'est souvent les mêmes discours qui reviennent. Bah non, je m'en rendais pas compte. Juste, j'allais au travail, paf, ça m'est arrivé. Enfin, c'est tout. Il y a pas de question de faible ou de et c'est pas faible. Un peu l'estime de soi, comme tu disais tout à l'heure. Tu te sentais, tu sais, ridicule, plus faible, on va dire entre guillemets, que tes collègues au final, parce que toi, t'étais fatiguée, t'avais l'impression de faire moins. C'est ça. Et peut-être que tu faisais moins, mais c'est un travail de qualité, tu vois. Exactement. Et c'est vraiment, je pense aussi un problème d'estime de soi. Ouais. Enfin, le burn-out, je pense que ça peut toucher aussi. Mais complètement. Si t'as pas d'estime de toi. Exactement. C'est vrai que c'est compliqué. Et enfin, là, je te mets en exemple, mais pareil pour moi. C'était, moi, c'était vraiment l'inverse. Et malgré toutes mes heures, j'avais l'impression que je faisais moins que les autres, alors que je travaillais comme une dingue. Wow. Et en fait, au final, on ne sait pas ce qui se passe quand le bureau est fermé. Tu vois? C'est ça. Parce que, tu vois la personne, et au final, tu dis, d'office, elle fait mieux que moi, parce que moi, tu sais pas ce qu'elle fait l'autre, en fait. Toi, tu regardes ce que tu dis, purée, je mets 1 heure pour faire un mail, juste pour dire, OK, merci, quoi. T'es en train de dire reformulation. C'est ça. T'es vraiment en mode, essaye de faire au mieux, et donc, t'as l'impression que tu travailles lentement, et t'as l'impression que, les autres, ça prendrait 2 secondes, alors qu'au final, dans son bureau, la personne, elle est exténuée. Grave. Et que peut-être elle arrive à faire un mail, mais que prendre le téléphone et aller téléphoner à un partenaire, c'est ça. Elle met 1 heure. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est chacun, comme tu dis, c'est la perception en fait qu'on a, alors que, enfin, c'est un truc de fou. On sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. On n'en sait rien, tu vois. Et puis aussi, chacun sa manière de travailler. Pareil, moi, il y a des tâches sur lesquelles je suis 10 fois plus à l'aise que d'autres. Et je sais que moi, il y a des trucs où on me dit putain, t'es hyper rapide et tout, alors que d'autres trucs, pareil, je me trouve super lente. C'est ça. Donc déjà la perception qu'on a de nous avec nous-mêmes et notre manière de travailler, la perception qu'on a des autres, souvent on se compare alors qu'en fait ça n'a aucun lieu. Enfin et voilà, et après tu peux tomber en burn-out pour des choses comme ça. Enfin c'est un truc de fou quoi. Non, vraiment. Un truc de fou. Et du coup pour aller sur un sujet sur le sujet un peu plus sociétal du burn-out, parce que comme j'ai dit dans l'intro, ça concerne quand même pas mal de personnes. Là, je vois qu'en Belgique, il y en a de plus en plus depuis des années. Je crois que ça fait depuis 2016, il y a que des augmentations. C'est un truc de malade. Selon toi, ce serait lié à quoi? Alors, je pense, de point de vue personnel, je pense que ça peut être tant l'institution, encore une fois, que la personne. Ouais. Je pense qu'au niveau de l'institution, il faudrait je vais parler de mon avis personnel. Mais carrément, c'est ouais. Facile. Mais c'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a justement fait un burn-out. Donc, par rapport à ma situation, je pense que ce qui est difficile, c'est par exemple, quand on a une tâche à faire, on est engagé pourquoi. Donc, je pense que parfois, il y a une ambiguïté. Et donc, c'est pas vraiment clair les tâches qu'on doit faire. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai. Ouais. Donc, par exemple, moi, j'étais assistante sociale et je devais faire agent d'insertion et donc, aider les gens. Je suis pas certaine que téléphoner aux partenaires de femmes battues, de centres d'hébergement, c'était lié à mes tâches. Ah ouais. Par exemple. Ouais. Bon, bien sûr, je l'ai fait, je regrette pas aujourd'hui, mais
Voilà, je pense que quand il y a un cadre, c'est déjà plus facile. Donc, que ce soit, par exemple, par rapport aux tâches, par exemple, par rapport aux horaires. Bien sûr, ouais. Donc, OK, on a des horaires fixes. Alors, on travaille de 8 à 16 et c'est tout. Et si c'était comme dans mon cas, il n'y a pas d'horaire fixe, on doit bosser, c'était 7h36 par jour. Ouais. Et donc, je pense que ça fait beaucoup. Moi, je pense que le management, Carrément. en fait, ça fait énormément. Bah oui. C'est pas juste, on a besoin d'être valorisé, etc. Mais je pense qu'un système d'évaluation, je sais pas, tous les X temps, c'est vraiment intéressant parce que nous, on peut se repositionner par rapport à notre travail et se dire, OK, ça c'est moins bien, ça c'est bien. Et aussi, avoir le retour, qu'un manager soit à l'écoute. Ouais, carrément. Je pense que ça aide au final. Oui, complètement. Donc au niveau institution, je pense surtout à ça, principalement. Et alors au niveau de la personne, en fait, je vais pas non plus montrer du doigt, mais je dis pas que c'est tout le temps d'office à cause de l'institution. Moi, je pense que la personne joue beaucoup. De toute façon, oui, il y a la responsabilité aussi personnelle, comme dans bien tout, sûr, évidemment. Totalement. Mais après, ça veut pas dire que la personne est nulle, que la personne non. Parce que voilà, ça veut dire que moi-même je dirais que je suis nulle, alors ça n'a pas de sens. Bien sûr. Mais du coup, pour les personnes qui écoutent, je pense que l'estime de soi, on en a parlé juste avant. Je dis pas qu'il faut être super confiant. C'est pas ça du tout. C'est juste, ça sert à rien de se comparer aux autres. Enfin, tout le monde a ses qualités et ses défauts, et tout le monde a quelque chose à apporter à l'institution. C'est vrai. Pour moi, je le vois comme ça. Donc, c'est vrai que peut-être, alors toi, par exemple, le mail, c'était difficile, et on va dire que moi, le téléphone, c'est difficile, mais on se complète au final. C'est ça. Donc, il faut vraiment voir ça comme ça. Et si, par exemple, on a l'impression d'être moins compétent, il existe toujours des solutions. On peut suivre une formation. Au niveau personnel, on peut en parler à notre manager. Carrément. S'il est à l'écoute, sur le lieu de travail, on peut faire des formations aussi. Donc, je veux dire, ça peut nous aider pour notre estime de soi. Bien sûr. Ensuite, savoir dire non. C'est un gros problème, j'ai l'impression. C'est un gros sujet, surtout quand t'arrives en plus dans la vie professionnelle et tout, ça c'est. Quand t'es un jeune professionnel, tu te dis, voilà, j'essaye de montrer que je suis disponible, compétent, etc. Et je pense que ça peut arriver à tout le monde en fait, au final. Bien sûr. Cette problématique. Ben oui, carrément. Et complètement d'accord. Savoir dire non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau personnel? Je pense qu'il faut savoir aussi prendre du recul et se dire, OK, quelles sont mes valeurs? Pourquoi je fais ce travail? Et voir si au final, ça a du sens. Et se dire, OK, là, peut-être que on fait quelque chose au travail. Pour moi, le manager, il devrait être à l'écoute. Là, il l'est pas, par exemple. Voilà. Est-ce que pour moi, c'est OK? Et en fait, je pense que se repositionner, se dire, OK, là, je me sens pas très bien au travail. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, en fait, la qualité, l'environnement, quoi. Ah, mais carrément. Complètement d'accord. Donc ça, c'est plus pour ça que je dis la personne. Ben oui, en fait, c'est ça. Complètement. Et puis, moi, je pense qu'il faut se connaître avant de travailler, dans le sens... connaître si tu sais tes limites, après, on peut les savoir et quand même les dépasser. Ça peut arriver. Mais je pense que quand on prend vraiment du recul et qu'on se dit, par exemple, aussi, là, je dois faire ça, je suis pas OK. C'est OK, justement, de s'écouter. C'est primordial, en fait. Bien sûr, complètement d'accord. Pour éviter de tomber dans le burn-out. Complètement. Et tout ce qui est, justement, il y a une question qui m'a apparu quand t'as parlé, tous les métiers, justement, assistanat social, etc. Est-ce que vous apprenez dans les études, voilà, à justement prendre du recul, avoir un suivi psychologique à côté, peut-être pour justement permettre d'avoir du recul sur les situations qui peuvent être parfois difficiles, sur justement comment poser ses limites. Est-ce que vous avez un accompagnement là-dessus? Dans le sens, on est conscient, donc on est conscient que certains domaines est plus difficiles que d'autres. OK. Pour être honnête, les CPS, c'est très connu. En fait, c'est très connu pour être difficile professionnellement, mais c'est connu aussi pour quand tu sors du CPS, la phrase qu'on dit tout le temps, c'est quand tu sors du CPS, c'est tapis rouge pour tous les domaines parce que tu touches à tous les secteurs. OK. Mais dans les cours, on apprend que oui, c'est difficile, que le public peut être diversifié, etc. Mais on nous apprend pas vraiment à adopter une certaine posture. Mais
d'une manière, enfin peut-être inconsciente, on le sait. Ouais. On sait dans quoi on met nos pieds. Enfin, je veux dire, quand on fait assistante sociale, on se doute bien que on va travailler avec des problématiques. Ah mais c'est dingue, tu vois, parce que pourquoi certains métiers ont des accompagnements, tu vois, style militaire et tout. Oui, bon, ok, je prends un extrême, tu vois. Ouais, mais on parle quand même de difficultés psychologiques de ces métiers, tu vois. C'est vraiment, c'est dur d'entendre des choses dures tous les jours. Enfin, tu vois, même les psys se font accompagner par des psys. Enfin, tu vois, genre, je trouve ça dingue qu'on mette pas l'accent sur un accompagnement à côté du travail ou qu'on fasse pas assez de prévention sur les risques de burn-out justement liés à ce genre de métier, à difficulté, tu vois. Oui, ça c'est vraiment quelque chose que je pensais aussi, c'est que je me dis peut-être pour prévenir le burn-out, ce serait vraiment intéressant qu'il y ait une capsule écoute au sein du travail, mais que les gens puissent aller, mais sans culpabiliser aussi, parce que c'est bien de se confier, mais si on commence à dénigrer le manager, on a peur des répercussions. Carrément. Moi, même tout le monde, je suis sûre que toi aussi. Carrément. Tu n'irais pas commencer à dire c'est ça. Mais ce que tu ressens réellement. Donc je pense que peut-être que, comme tu disais aussi, le burn-out c'est connu. Enfin voilà. Je pense que ça a toujours existé. C'est juste qu'on mettait pas de mots et qu'au final, la santé mentale maintenant, ça commence. Exactement. À être pris en compte. Finally. Oui, finalement. C'est clair. Mais ouais, je pense que là, on avance quand même vers des progrès. Ouais. Et que voilà, la santé mentale, c'est super important. D'ailleurs, nous sommes dans la semaine de la santé mentale, figure-toi. Ah, c'est vrai? Il y a plein d'événements à tourner, j'allais dire, parce que je suis tournaisienne de base, mais en Wallonie et à Bruxelles. Ok. Plein de... comment on peut appeler ça? Tu sais, des séances d'information, des ateliers, des ateliers. Trop bien, je savais pas du tout. Et on est la semaine de la santé mentale. J'adore. Donc, je me dis, au final, ça évolue, parce que, en fait, il y a 10 ans, au final, ça fait 10 ans, on nous parlait pas de ça du tout. La santé mentale, c'était, t'as des problèmes psychiatriques, t'es fou. C'est clair. C'était vraiment un sujet tabou, au final. C'est clair. Donc, je pense quand même qu'on évolue et que ce qui pourrait être mis aussi en place dans les institutions, c'est ça, en fait. Avoir un outil, une personne, où la personne peut déposer clairement ses craintes, ses besoins, ses difficultés. Carrément. Pour prévenir le burn-out. Trop bien. Merci beaucoup pour tout ça. Et juste dernière question de fin, justement. Qu'est-ce que tu retiens? Enfin, là, c'est des petites questions de fin. Allez, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que tu retiens finalement de notre discussion aujourd'hui et du sujet du burn-out? Non, ce que je retiens, c'est que là, le fait de t'en parler et même d'avoir cet échange avec toi, je me rends compte qu'en fait, ça peut toucher n'importe qui et que malheureusement, c'est populaire. Et donc, ce que je retiens, c'est que voilà, tout le monde peut être touché par le burn-out, mais tout le monde peut s'en sortir. C'est bien, ouais, c'est beau, ouais. Non, mais c'est vrai. Je dis honnêtement, c'est pas vraiment. On dirait que je fais une pub pour le burn-out. Tombez en burn-out, ne vous inquiétez pas, vous allez tomber pour mieux se relever. Pour mieux se relever. Ouh, les expériences de vie, la vie doit être dure. Mais je pense que, ouais, enfin voilà, c'est ce que je retiens, c'est que si ça met 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tout le monde peut s'en sortir. Faut juste s'écouter, en fait. C'est clair. J'adore. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à quelqu'un qui traverse un burn-out? En fait, d'être égoïste. Ouais. Donc, c'est-à-dire de penser à soi, en fait, et de pas penser aux autres. Alors, si t'es fatigué, c'est pas juste repose-toi, mais écoute-toi. Si t'aimes aller nager et que ça te fait du bien comme activité, vas-y. Si t'as besoin de te promener dans la forêt et de faire un câlin à un arbre, vas-y. Si t'as besoin d'aller crier face à la mer, vas-y. C'est vraiment s'écouter. Si la personne a besoin de juste rien faire, couper les réseaux, zéro problème. C'est OK, en fait. Parce que la personne la plus importante, c'est toi. Donc, voilà, je dirais vraiment à la personne de s'écouter et que, voilà, si elle est énervée, qu'elle accepte cette colère. Carrément. Qu'elle sait comment libérer de cette colère. Si la personne est triste, qu'elle pleure. Faut pas se retenir parce qu'au final, on tombe malade. Sinon, après, c'est encore pire. Complètement. Donc, vraiment, et d'avoir un soutien et d'en parler. Si elle a besoin d'en parler, qu'elle en parle. Si elle a besoin justement d'une personne un peu plus introvertie ou que sais-je. Voilà, de s'écouter, en fait.
Ça, c'est vraiment le mot-clé. Complètement. Merci beaucoup. Merci Kelly pour tout ça, pour ton honnêteté, ton partage, comme d'habitude. Si vous écoutez l'épisode, quelles leçons vous en avez tirées? Et évidemment, si vous êtes dans une situation de burn-out, n'hésitez pas à aller voir des spécialistes. Donc on en a parlé tout à l'heure, déjà votre médecin traitant, et aussi des psychologues ou des personnes adaptées à ce genre de situation. N'hésitez pas à en parler, surtout comme a dit Kelly, je pense que c'est très important. Et moi je vous dis à mardi prochain dans un nouvel épisode.